On a parfois cette impression un peu lancinante, non? De devoir systématiquement prendre la voiture, Ah oui, même pour aller chercher le pain ou faire une petite course rapide. C'est le lot quotidien pour pas mal de monde, j'ai l'impression. c'est une réalité très très présente, oui, surtout dans certains territoires comme Aix-Marseille. Et face à ça, on sent bien cette aspiration qui grandit à, Autre chose, oui, à un mode de vie différent. l'idée peut-être un peu idéale hein, d'une ville où on pourrait accéder à l'essentiel à pied, quoi, sans être toujours dépendant de l'auto. Bah, c'est exactement ça, le concept de la ville marchable. Et c'est justement ce qu'on va explorer aujourd'hui en se penchant sur un cas très concret, la métropole Aix-Marseille-Provence. D'accord. Et notre base pour cette exploration, c'est une étude assez dense, assez fouillée, menée par l'agence d'urbanisme Pays d'Aix-Durance, l'OPA, et la métropole elle-même. Tout à fait. Le titre est d'ailleurs assez évocateur, hein, La ville marchable, levier d'une intensification réussie. Ça pose le sujet. Oui, et le territoire est particulièrement pertinent pour ça. Aix-Marseille-Provence, c'est immense, c'est historiquement très étalé et il y a une culture de la voiture qui est profondément ancrée. Un modèle hérité, quoi, qui aujourd'hui se prend un peu de plein fouet les enjeux actuels, le climat, le vieillissement, le coût de l'énergie. Exactement. Toutes ces réalités qui nous rattrapent, et donc l'étude, elle cherche à voir si cette idée de ville marchable peut être une partie de la réponse, un levier, comme dit le titre, pour réorienter un peu le développement. Bon, alors notre mission pour les prochaines minutes, si on peut dire, c'est de comprendre comment cette étude définit précisément ce qui est marchable. Mhm. Comment elle l'a mesuré sur ce territoire si particulier, et puis surtout de voir ce qu'elle révèle. Apparemment, il y a des enseignements clés et même quelques surprises. C'est ça, on va essayer de décortiquer les résultats. Alors, commençons par le commencement. Qu'est-ce qu'on entend exactement par marchable dans cette étude? J'imagine que c'est plus précis qu'une simple sensation agréable de pouvoir se balader. Ah oui, oui, tout à fait. La définition est technique, elle repose sur des critères bien clairs. En gros, une zone est considérée comme marchable si elle permet d'accéder à pied À pied, oui. aux 6 fonctions essentielles du quotidien en moins de 15 minutes aller-retour. 15 minutes aller-retour, c'est court ça. C'est très court. Et c'est quoi ces 6 fonctions essentielles? Alors il s'agit de se loger, bien sûr, travailler, consommer, mais attention, les achats courants du quotidien, se soigner, donc l'accès aux soins de base, se divertir, les loisirs de proximité, et s'éduquer, c'est-à-dire école maternelle, primaire, collège. L'idée, c'est vraiment de couvrir les besoins réguliers, quoi. Hmm. Ça fait penser un peu au concept dont on entend parler, la ville du quart d'heure, non? Oui, l'esprit est très proche, c'est clair. C'est l'idée de l'hyper-proximité. La petite nuance ici, c'est que l'étude Aix-Marseille insiste sur un accès piéton vraiment très, très resserré. C'est-à-dire? 7 minutes de marche maximum pour un aller simple depuis le bord de ce qu'ils appellent une centralité. Ça correspond en gros à 500 mètres. Ah oui, 7 minutes aller simple, 500 mètres. C'est vraiment pensé pour concurrencer directement le réflexe de prendre la voiture pour des tout petits trajets. C'est exactement l'idée, oui. Contrer ce modèle tout voiture qui est si présent dans la métropole. D'accord. Donc, cette notion de 7 minutes 500 mètres, elle est centrale, mais alors, comment on passe de cette définition un peu théorique à une carte concrète? Comment l'OPA a identifié concrètement ces zones marchables? Alors, c'est là que la méthodologie de l'étude est intéressante, parce qu'ils ne se sont pas contentés de tracer des cercles sur une carte. D'abord, ils ont collecté une quantité assez massive de données géolocalisées, Sur quoi? sur toutes les commodités du quotidien. Les écoles, les pharmacies, les médecins généralistes, les boulangeries, les supérettes, les petits équipements sportifs. Le b.a.-ba de la vie de quartier, en fait. Voilà, c'est ça. Et ils ont volontairement exclu ce qu'ils appellent les commerces ou équipements de destination. C'est-à-dire? Les magasins de vêtements, les grands magasins de sport, les médecins spécialistes. Tous pourquoi on accepte en général de faire un trajet un peu plus long et souvent en voiture. Là, l'accent est mis sur le vrai quotidien. Logique. Et une fois toutes ces données collectées, comment ça permet de délimiter les zones? Alors, ils ont utilisé une grille d'analyse assez fine, des carrés de 200 mètres par 200 mètres, et ils ont défini des critères précis pour identifier ce qu'ils appellent des centralités de proximité. D'accord? Pour qu'un petit carré soit considéré comme une centralité, il faut remplir 2 conditions strictes et cumulatives. Lesquelles? Premièrement, une densité de logement suffisante. Il faut qu'il y ait au moins 60 logements dans le carré, ce qui fait environ 15 logements à l'hectare minimum.
Ça exclut d'office le pavillonnaire très lâche, très espacé. Ok, de la densité. Et deuxièmement, et c'est crucial, une mixité fonctionnelle. Il faut qu'il y ait des services, des équipements qui couvrent au moins 3 des 6 fonctions essentielles qu'on a listées. Hors logement, bien sûr. Donc il suffit pas d'avoir des habitants, il faut aussi qu'il se passe des choses, qu'il y ait des activités, des services. Densité et diversité en somme. C'est exactement ça. Et ce double filtre densité plus mixité a permis d'identifier 237 de ces centralités de proximité sur l'ensemble de la métropole. 237 ? Oui. Et ensuite, pour définir la zone marchable autour de ces noyaux, ils ont calculé le périmètre qu'on peut atteindre en 7 minutes de marche, toujours à pied, depuis les bords de chaque centralité. Ah, les fameuses isochrones. Voilà. Et donc, la zone marchable finale, selon l'étude, c'est l'ensemble du noyau, la centralité, plus son périmètre isochrone de 7 minutes. D'accord, c'est clair. 237 centralités, ça peut sembler pas mal comme ça, mais qu'est-ce que ça représente réellement sur la carte immense de la métropole Aix-Marseille ? Et bien, c'est là qu'on tombe sur le premier résultat vraiment marquant, presque paradoxal en fait. Ah ! L'ensemble de ces 237 zones marchables, une fois qu'on les met toutes bout à bout sur la carte, eh bien ça ne couvre qu'environ 1% de la surface totale de la métropole. Pardon, 1%. Oui, 1%. Mais c'est infime pour un territoire aussi vaste, aussi étalé. Ça veut dire que les zones qui répondent à ces critères de proximité, elles sont ultra concentrées en fait. Extrêmement concentré. Et c'est là tout le paradoxe. Ce minuscule 1% du territoire, il pèse très très lourd, démographiquement et économiquement. C'est-à-dire ? Ces zones, ce 1%, elles concentrent 42% de toute la population métropolitaine. 42%. Presque un habitant sur deux vit dans ce 1% de la surface. Exactement, ça fait à peu près 800 000 personnes. Et ce n'est pas tout. Ces mêmes zones accueillent également 48% de tous les emplois de la métropole. Ah ouais, quand même. 1% de la surface, mais quasiment la moitié de la population et la moitié des emplois, c'est assez saisissant comme chiffre. Ça nuance fortement l'image qu'on peut avoir d'un territoire juste étalé, sans centre. L'intensité urbaine reste très, très polarisée en fait. Absolument. Malgré cet étalement qu'on perçoit tous, la vie économique et résidentielle majeure, elle se concentre vraiment dans ces noyaux. Et logiquement, cette concentration, on la retrouve aussi pour les services du quotidien. L'étude le confirme, ces zones sont objectivement mieux équipées, mieux dotées. Ah oui, sans aucun doute. Les chiffres sont là. Quand on compare ces zones marchables définies par l'étude au reste du territoire, c'est-à-dire les 99% restants, les écarts sont très nets. Par exemple, on y trouve en moyenne 2,3 fois plus de commerces et de services de proximité. plus du double. C'est la même chose pour la santé, 2,3 fois plus d'établissements de santé de proximité. Pour les écoles et les collèges, c'est 1,8 fois plus. Et pour les équipements de loisirs de proximité, le ratio monte même à 2,5 fois plus. 2,5 fois plus. Ces ratios sont vraiment parlants. Ça illustre de manière très concrète la différence d'accès aux services essentiels selon qu'on habite dans ce petit 1% ou en dehors. La dépendance à la voiture n'est clairement pas la même. C'est une évidence, oui. Mais l'étude, elle va plus loin, elle affine un peu le portrait. Parce que, évidemment, toutes ces 237 centralités ne se ressemblent pas. L'étude, on a distingué 4 grands types. Ah oui ? Quels sont ces types ? Alors d'abord, il y a 15 centralités de vie structurantes. Ça, c'est les gros pôles. Marseille-Centre, Aix-Centre, mais aussi Martigues, Aubagne. Très dense, très diversifiée, elle regroupe déjà plus de 300 000 habitants. Ok, les poids lourds. Voilà. Ensuite, il y a le groupe le plus nombreux, 155 centralités de vie. Celles-là, elles correspondent sans doute le mieux à l'idéal de la ville marchable pour les habitants. Ce sont les cœurs de village, les cœurs de quartier, bien équipés, avec un bon équilibre. Près de 400 000 personnes y vivent. D'accord. Et les deux autres types, il en reste 2. Troisièmement, 37 centralités économiques. Comme leur nom l'indique, elles sont surtout riches en emplois, en services liés à l'économie, mais elles comptent assez peu de logements. On peut penser à des zones d'activité comme les Milles, près d'Aix ou autour de l'étang de Berre. Et enfin, quatrièmement, 30 centralités en devenir. Celles-là, elles ont un certain potentiel, une densité correcte, quelques équipements déjà là, mais il leur manque encore pas mal de choses. Elles pourraient devenir vraiment marchables si on y mettait le paquet, avec des politiques publiques ciblées. D'accord.
Cette typologie, ça montre bien qu'il y a différentes réalités, même au sein de ces zones marchables. Mais l'étude, elle met aussi en lumière des aspects un peu moins roses, non? Des points d'attention, comme on dit parfois. Oui, et c'est essentiel de le souligner pour ne pas idéaliser la situation. La marchabilité, sur le papier, le fait d'être dans une zone dense et mixte, ça ne garantit pas forcément une offre complète et satisfaisante pour tous les besoins. La réalité est plus nuancée. Et quel est le chiffre qui illustre le mieux ce décalage, cette nuance? Alors, il y en a un qui est particulièrement frappant, je trouve. Sur les 237 centralités identifiées qui ont donc déjà passé le filtre densité plus au moins 3 fonctions, eh bien, seules 13 remplissent la totalité des 6 fonctions essentielles. Attendez, seulement 13 sur 237. Ouais, c'est moins de 6%. C'est ça. C'est très très faible. Ça veut dire que l'idéal de la ville marchable parfaite, où on a absolument tout sous la main en moins de 7 minutes à pied, eh bien, c'est en réalité extrêmement rare. Même dans les zones qui sont déjà les plus propices sur le papier. Ouais, oui, c'est une nuance de taille, effectivement. Et qu'est-ce qui manque le plus souvent pour atteindre cet idéal des 6 fonctions? Le point faible majeur, vraiment le talon d'Achille identifié par l'étude, c'est l'accès aux équipements de santé proximité. Accrochez-vous, 77% des centralités manquent d'une offre suffisante en soins de premier recours. 77%, Oui, plus des 3/4. oui, Médecins généralistes, pharmacie, l'offre est jugée insuffisante dans plus de 3/4 de ces zones, pourtant définies comme centrales. c'est énorme comme déficit. Et ça doit avoir des implications importantes, j'imagine, notamment quand on regarde qui habite dans ces zones. Mais tout à fait. Et l'étude pointe justement une inadéquation assez préoccupante. On voit que 41% des habitants de plus de 65 ans de toute la métropole résident dans ces centralités ou leur périmètre immédiat de 7 minutes. Quasiment la moitié des seniors de la métropole. Oui, ils cherchent sans doute cette proximité, ces services à portée de main. Or, paradoxalement, l'offre de santé de base, qui est quand même essentielle pour cette population, eh bien, elle fait défaut dans plus de 3/4 sur 4, là où ils habitent. C'est un vrai problème. On cherche la proximité pour les services, mais le service peut-être le plus crucial pour les seniors manque souvent à l'appel. C'est un sacré paradoxe. Est-ce qu'il y a d'autres points faibles notables qui ressortent? Oui, il y a un autre constat qui interpelle pas mal. C'est celui de la construction neuve. On pourrait logiquement s'attendre à ce que les nouveaux logements soient construits en priorité dans ces centralités, pour les renforcer, pour consolider ce modèle. Oui, pour densifier là où c'est déjà un peu dense et mixte. Ça semblerait logique. Eh bien, les chiffres récents, sur la période 2017-2023, montrent plutôt une tendance inverse. Seulement 18% des logements autorisés dans la métropole l'ont été à l'intérieur de ces 237 centralités et de leur périmètre de 7 minutes. 18% seulement. Mais ça veut dire que plus de 80% des logements neufs se construisent en dehors de ces zones marchables. C'est exactement ce que les données indiquent. Plus de 4 logements sur 5 sont construits ailleurs. Ça suggère quand même un sacré décalage entre les discours sur la densification, la lutte contre l'étalement urbain et la réalité de la production immobilière. Alors, les raisons sont sûrement complexes, le coût du foncier qui est plus élevé en zone centrale, la complexité administrative, peut-être la résistance des riverains, mais le fait est là. La construction continue majoritairement en périphérie, ce qui tend à renforcer l'étalement plutôt qu'à consolider la ville marchable existante. Ce qui nous amène assez naturellement à nous interroger sur la situation de la majorité des habitants, en fait. Ceux qui vivent en dehors de ce fameux 1% marchable. Oui, et l'étude les chiffre très précisément. C'est 58% de la population métropolitaine. La majorité, donc. Oui, et la majorité, ça représente environ 1,1 million de personnes qui résident hors de ces périmètres marchables définis par l'étude. 1 100 000 personnes. Et pour elles, j'imagine que la réalité du quotidien est bien différente de ce qu'on vient de décrire. Ah oui, très différente. Là, on parle des vastes zones périurbaines, de l'arrière-pays, des territoires qui sont souvent peu denses, très éparpillés. Et la conséquence directe, c'est une dépendance à la voiture qui est quasi totale. Pour tout. Pour quasiment tout, oui. Les courses, emmener les enfants à l'école ou aux activités, aller travailler, les loisirs, c'est un mode de vie qui est très, très contraint par l'automobile. Du coup, pour ce gros million de personnes, l'idéal de la ville marchable avec les 6 fonctions à 7 minutes à pied, ça semble assez lointain. Voire complètement inaccessible. Il faut être réaliste, oui. Le modèle d'hyperproximité piétonne aux 6 fonctions, tel qu'il est défini ici, n'est pas directement transposable à ces territoires-là, en tout cas pas à court ou moyen terme. Pour eux, les leviers pour améliorer le quotidien, ils sont ailleurs.
Et quelles sont les pistes alors pour ces zones majoritaires, ces 58% de la population? L'étude en parle? Oui, elle ne les oublie pas. La priorité absolue pour ces territoires, c'est souvent de développer un réseau de transport en commun qui soit performant, fiable et attractif. Pour les relier? Exactement. Capable de les relier efficacement au pôle d'emploi, au centre où se trouvent les services, c'est vraiment fondamental. Et au-delà des transports en commun, il y a d'autres leviers? Oui, il y a aussi tout le potentiel des mobilités actives. Le vélo, notamment le vélo à assistance électrique, qui permet de couvrir des distances un peu plus longues, peut jouer un rôle important. Mais ça suppose bien sûr de développer des aménagements cyclables sécurisés et continus, ce qui manque encore beaucoup. C'est clair. Et puis, il y a aussi l'enjeu de maintenir ou même d'essayer d'introduire une certaine mixité fonctionnelle locale. C'est-à-dire éviter les zones qui sont juste des dortoirs? Oui, voilà, éviter les cités dortoirs pures. Avoir quand même quelques commerces de base, quelques services de proximité sur place, ça peut permettre de limiter certains déplacements obligés en voiture, et ça renforce aussi la vie locale, le lien social. Donc, l'objectif n'est pas forcément la marchabilité parfaite partout, mais plutôt d'améliorer l'accessibilité globale et d'éviter le sentiment d'isolement ou d'abandon. C'est ça. Adapter les stratégies aux réalités de chaque territoire. D'accord, mais revenons aux zones qui ont déjà ce potentiel marchable, même s'il est imparfait. Est-ce que ce potentiel, il est figé, ou est-ce qu'on peut l'augmenter? Est-ce qu'on peut étendre, d'une manière ou d'une autre, ce fameux 1%? C'est une question clé, bien sûr. Et là-dessus, l'étude apporte une réponse plutôt encourageante. Ah! Oui. Elle a identifié ce qu'elle appelle des secteurs à enjeu. Ce sont des zones qui ne sont pas encore des centralités au sens strict de la définition, mais qui possèdent déjà des atouts intéressants. Comme quoi? Une densité de population déjà significative, quelques équipements ou services existants. En gros, elles sont un peu sur le seuil. Des zones presque marchables, si on veut. Un potentiel latent. On pourrait dire ça, oui. Et l'étude a fait une simulation intéressante. Elle a regardé ce qui se passerait si on concentrait les efforts d'aménagement sur ces secteurs précis. Quels efforts? Y ajouter les fonctions qui manquent pour atteindre le seuil des 3 fonctions, améliorer la qualité de l'espace public pour les piétons, encourager la construction de logements pour renforcer la densité. Une politique volontariste ciblée sur ces zones. Et quel serait le résultat de cette politique, selon la simulation? L'impact serait assez significatif. La part de la population métropolitaine qui vivrait dans une zone considérée comme marchable, c'est-à-dire une centralité, ou son périmètre de 7 minutes, pourrait passer de 42% aujourd'hui à 53%. Ah oui, un gain de 11 points de pourcentage. C'est considérable. Oui, ça représente environ 180 000 habitants supplémentaires qui pourraient bénéficier de cette proximité accrue au service du quotidien. On atteindrait alors près d'1 million de personnes, 980 000 pour être précis, vivant dans ces conditions de marchabilité. Voilà une perspective intéressante. Ça montre qu'il existe quand même des marges de manœuvre concrètes pour l'action publique, en ciblant bien les efforts là où le potentiel est le plus fort. Tout à fait. C'est une des conclusions importantes de l'étude. Agir sur ces secteurs à enjeu, c'est probablement une des stratégies les plus efficaces pour renforcer la marchabilité à l'échelle de toute la métropole. Bien noté. Et pour finir sur l'étude elle-même, quelle est la suite de ce travail mené par l'OPA et la métropole? L'analyse s'arrête à cette cartographie des fonctions et de l'accès? Non, cette première phase, qui s'est achevée en 2024, elle s'est effectivement concentrée sur la densité, les fonctions, l'accès piéton. Mais une deuxième phase est d'ores et déjà prévue pour 2025-2026. D'accord. Avec quel objectif cette fois? L'objectif, c'est d'intégrer une autre dimension qui est tout aussi essentielle pour la qualité de vie urbaine. C'est la santé environnementale. C'est-à-dire? L'analyse va se pencher sur la qualité de l'air dans ces zones, sur la présence d'îlots de chaleur urbains, un enjeu absolument crucial avec le changement climatique qui s'accélère, et aussi sur l'accès effectif à des espaces verts de qualité, pas juste un petit square. Donc, l'idée, c'est d'avoir une vision encore plus complète, plus fine du cadre de vie réel dans ces centralités. Exactement. Avoir une image vraiment multidimensionnelle des atouts, mais aussi des faiblesses. Mais ce que la première phase démontre déjà très fortement, c'est le rôle absolument stratégique de ces centralités. Malgré leurs défauts. Oui, malgré leurs imperfections actuelles, notamment ce gros déficit sur l'offre de santé qu'on a mentionné, elles restent des points d'appui essentiels si on veut réussir une intensification urbaine qui soit à la fois maîtrisée, durable et surtout désirable pour les habitants. Ce sont vraiment des leviers clés pour transformer le modèle de développement. C'est bien compris. Alors, si on devait essayer de synthétiser les grands enseignements qu'on peut retenir de cette exploration de l'étude. Je dirais d'abord ce paradoxe assez frappant du 1% 42%. Oui. 1% du territoire qui concentre près de la moitié de la population et des emplois. Ça révèle une polarisation très forte finalement.
Ensuite, la rareté de l'idéal marchable. Seulement 13 petites centralités sur 237 qui offrent vraiment les 6 fonctions à moins de 7 minutes. Mhm. Avec ce déficit majeur en santé de proximité qui touche plus des 3/4 d'entre elles. Ça, c'est un point noir important. 2 points majeurs, oui. Troisièmement, le fait que la majorité de la population, 58%, soit 1,1 million d'habitants, vit hors de ce modèle marchable et nécessite donc des solutions adaptées. Transport en commun performant, aménagement pour le vélo, maintien d'une mixité locale. D'accord. Et enfin, quatrièmement, ce potentiel d'amélioration qui existe bel et bien. Agir sur les secteurs en jeu pourrait faire passer la part de population en zone marchable de 42% à 53%. Ça montre qu'il y a une marge de progression, que ce n'est pas figé. C'est une synthèse très claire, merci. Pour conclure, peut-être, pourquoi cette étude qui est très locale, très ciblée sur Aix-Marseille, pourquoi elle résonne au-delà de ce territoire finalement ? Parce qu'elle aborde de front des questions qui sont devenues universelles aujourd'hui, je crois. Comment on fait pour rendre nos villes moins dépendantes de la voiture? Comment on garantit un accès plus équitable aux services essentiels du quotidien? Et plus largement, quel rôle concret peut jouer l'urbanisme, la planification, dans les transitions écologiques et sociales qu'on doit mener? Des enjeux qu'on retrouve un peu partout en France comme ailleurs. Exactement. Et l'intérêt de la démarche ici, c'est vraiment sa tentative d'objectivation, d'essayer de mesurer la marchabilité, pas juste d'en parler, avec des critères précis, la distance, les fonctions présentes, la densité. Ça fournit un outil concret. Qui peut aider à prendre des décisions. Oui, qui peut aider à itérer les choix d'aménagement, à dépasser un peu les grands discours parfois un peu vagues, et agir de manière plus ciblée, plus efficace, quartier par quartier. Ça rend le débat plus tangible, je trouve. Oui, ça permet d'identifier précisément où sont les forces, où sont les faiblesses et où il faut intervenir en priorité. C'est tout à fait ça. Alors pour finir, peut-être une dernière petite réflexion à emporter avec nous. L'étude nous a montré que même dans les zones les plus marchables sur le papier, seule une toute petite fraction, moins de 6%, offre réellement un accès piéton de moins de 7 minutes aux 6 fonctions essentielles. Oui, l'idéal complet reste très rare. Alors, une question simple que chacun peut se poser pour soi-même, si on applique cette grille toute simple à son propre environnement immédiat, à son quartier, combien de ces 6 fonctions, se loger, un travail proche, les courses du quotidien, les soins de base, des loisirs de quartier, une école ou une crèche, sont réellement accessibles en moins de 7 minutes à pied de chez soi? Et peut-être surtout, quelle est la fonction dont l'absence pèse le plus au quotidien? Celle qui finalement incite le plus souvent à sortir la voiture du garage. C'est une excellente question pour évaluer la marchabilité telle qu'on la vit au jour le jour. Une interrogation toute simple, mais qui en dit souvent assez long sur la réalité de nos déplacements et de notre dépendance à l'automobile. De quoi méditer un peu sur le chemin du retour, à pied si c'est possible.